Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo sur la dualité en programmation linéaire. On va s'attacher en particulier à comprendre et à construire le dual comme une borne du primal. Pour faire ça, on va utiliser un petit exercice de la feuille de TD. Alors c'est plus un exemple ou un prétexte qu'un exercice. Et donc je vous invite à essayer de le faire avant de suivre cette vidéo. Alors si vous n'avez pas la feuille de TD, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en pause la vidéo à chaque question que je pose pour réfléchir par vous-même avant d'écouter la suite. Alors l'exemple est ici sur ce transparent, on a simplement deux variables et deux contraintes. Donc la première question très simple qu'on va poser est la suivante. Est-ce que la solution xy égale 2, 3 est une borne inférieure ou supérieure de la valeur optimale z étoile? Z c'est la valeur objective et on note z étoile sa valeur optimale. Donc je vous invite à mettre en pause et réfléchir avant que j'avance. Alors ce qu'on peut faire, c'est vérifier en fait que xy égale 2, 3 c'est bien une solution réalisable. 2 plus 3 c'est égal à 5, c'est bien supérieur ou égal à 5 et on vérifie C2. On peut vérifier, il faut aussi vérifier C1 et constater que cette solution est bien réalisable. Alors si on a une solution réalisable et qu'on est confronté à un problème de minimisation, eh bien c'est qu'on a une borne supérieure de l'objectif. Parce que si on a cette solution, toute la solution optimale ne peut être que égale ou inférieure à la valeur de cette solution réalisable, puisqu'on cherche à minimiser. Donc on est dans cette situation qu'on représente à droite, où on ne sait pas où se trouve la valeur optimale, mais on a trouvé une borne supérieure de valeur 28. Alors pour comprendre un peu la suite de la vidéo, il faudrait imaginer ici qu'on n'a pas un petit problème jouet, mais qu'on a un problème très difficile auquel vous êtes confronté. Et peut-être que sur ce problème très difficile, vous avez mis au point un programme, une heuristique, qui vous a donné une solution de valeur 28. Et la question que vous vous posez, comme c'est un problème difficile, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution ? Est-ce qu'il faut que je continue à l'améliorer ou est-ce que je peux me satisfaire de la qualité de cette solution? Alors ça, c'est aussi la question que vous pose votre patron, le décideur. Lui, il aimerait bien savoir si on peut espérer faire beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'il aimerait bien connaître une borne inférieure aussi de la valeur optimale pour savoir le gain maximum possible qu'il peut espérer. Alors pourquoi il veut savoir ce gain maximum possible? Parce qu'il veut savoir simplement si vous lui coûtez plus cher que le gain qu'il peut espérer sur ce problème, tout simplement. Alors c'est une histoire un peu naïve, mais ça explique bien l'enjeu. Donc même si on ne sait pas où se trouve z étoile, on aimerait bien fournir un intervalle pour encadrer z étoile. Alors c'est ce qu'on va faire dans la suite de cette vidéo, on va s'intéresser à la borne inférieure. Alors c'est la question suivante qu'on pose, quelle est la borne inférieure qu'on peut obtenir, mais en examinant les contraintes de ce petit problème, et en particulier en examinant C1 toute seule. Donc je vous invite à mettre en pause la vidéo et à y réfléchir. Voilà, donc j'avance. Alors si on examine C1, on peut se rendre compte que en fait 5x est toujours plus grand que 2x, et de même 6y est toujours plus grand que 3y. Ça c'est parce que x et y sont positives, et qu'on a 5 plus grand que 2 et 6 plus grand que 3. Et donc ça veut dire que toute solution réalisable, en fait, sa valeur objective va être plus grande que le membre de gauche de la contrainte de C1, qui lui-même est plus grand que son membre de droite, qui est 10, puisque la solution est réalisable, il faut que la contrainte soit vérifiée. Et ça nous indique bien que la valeur optimale vaut donc au moins 10. Ainsi, toute solution réalisable vaut au moins 10, c'est le cas aussi de la solution optimale, puisqu'elle est elle-même réalisable. Alors ça veut dire qu'on peut compléter notre schéma à droite et ajouter une première borne inférieure qui vaut 10. Alors, on peut essayer de faire mieux que ça. Et cette fois, je vous invite à faire mieux en essayant d'exploiter C1 et C2. Donc à nouveau, je vous laisse mettre en pause et chercher par vous-même. Alors je vais faire une chose très simple de mon côté, je vais faire simplement la somme des deux contraintes, C1 plus C2. Donc ici, 2x plus x, ça me fait 3x, 3y plus y, ça me fait 4y. Et à droite, j'ai 10 plus 5 qui vaut 15. Et j'ai les mêmes raisonnements que tout à l'heure, j'ai 6y plus grand que 4y, j'ai 5x plus grand que 3x parce que x, y sont positives. Et donc de nouveau, toute solution réalisable doit respecter les deux contraintes, donc aussi la somme des deux contraintes, et donc son objectif est plus grand que 15. Si l'objectif de toute solution réalisable est plus grand que 15, c'est aussi le cas de la valeur optimale. Et on a une nouvelle borne inférieure qui vaut 15. Alors si vous avez réfléchi, vous avez sûrement été plus malin que moi, donc j'essaye d'aller lentement, exprès, et donc peut-être que vous avez fait mieux, on pourrait faire par exemple C1 plus 3C2. Alors vous avez peut-être trouvé une autre solution, il y en a d'autres, donc là j'ai choisi C1 plus 3C2. Alors si on fait ça, en fait on a ici 5x plus 6y, donc on a dans cet exemple exactement l'expression de l'objectif. Et on a 10 plus 3 fois 5, 15, ça vaut 25.
et on obtient une nouvelle borne inférieure de valeur 25. Voilà. Alors si on résume un peu ce qu'on a fait, eh ben, on a fait des combinaisons linéaires des contraintes, on a fait C1, C1 plus C2, C1 plus 3, C2, et on a obtenu cette borne inférieure de 25. Alors, est-ce qu'on a terminé? Donc je vous invite à mettre en pause et essayer de terminer la question. Alors, on ne peut pas améliorer la borne inférieure, tout simplement parce qu'on peut se rendre compte qu'il existe une solution réalisable, ici 5, 0, de valeur 25. Alors il faut vérifier que cette solution est réalisable, 5 plus 0 plus grand que 5, 2 fois 5, 10 plus grand que 10, et la valeur c'est 5 fois 5, 25, plus 0. Donc, on a une solution réalisable, pour un problème de minimisation c'est une borne supérieure, et elle est meilleure que 28. Alors quand on avait une borne inférieure de 25, bah, tout simplement c'est qu'on a prouvé que z étoile vaut 25. D'accord. Alors ça, c'est important, ce qu'il faut noter ici, c'est que cette combinaison linéaire, là, C1 plus 3, C2, nous fournit en fait la preuve de l'optimalité. Elle nous fournit ce qu'on appelle un certificat d'optimalité. Alors ça, c'est très fort parce qu'on peut vérifier l'optimalité de cette solution sans savoir comment on l'a obtenue. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit comment on l'avait obtenue. Donc ça veut dire que quelqu'un peut vous donner une solution en vous disant elle est optimale, et vous pouvez vérifier son optimalité sans savoir comment il l'a produite. Ça, c'est très important parce que tout ce que vous avez à faire, c'est vérifier qu'elle est réalisable. Alors, vérifiez votre certificat, évidemment, mais vous ne faites que vérifier des choses, vous n'avez rien à trouver. Donc on peut, dans le cadre de la programmation linéaire, vérifier l'optimalité grâce à la dualité. Donc c'est pour ça que le dual, on aborde souvent le dual en parlant de certificat d'optimalité. Alors, si on prend un peu de recul sur ce qu'on a fait des combinaisons linéaires des contraintes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché une combinaison linéaire qui constitue toujours une borne et qui est la plus grande possible pour avoir la meilleure borne. Donc on pourrait essayer de formuler ce problème lui-même. On pourrait essayer de le formuler comme un programme linéaire. Et c'est ce qu'on va faire là. Donc, si on cherche une combinaison linéaire, c'est qu'on associe des coefficients à chacune des contraintes. Je les ai appelés lambda 1 et lambda 2 ici. Et ces coefficients, il faut qu'ils respectent certaines contraintes. Et si on est amené à formuler le problème de la meilleure combinaison linéaire qui constitue une borne inférieure, on est amené à écrire le programme linéaire suivant. Donc je vous invite à le regarder. Alors, regardons les contraintes déjà. 2 lambda 1 plus lambda 2 inférieur ou égal à 5. Bah oui, c'est-à-dire que la combinaison linéaire des coefficients en x ne doit pas déborder l'objectif. Ça, c'est exactement les raisonnements qu'on a fait tout à l'heure. Quand on a fait C1 plus C2, en fait, on a pris lambda 1 égale 1 et lambda 2 égale 1, d'accord? Puis on a vérifié que 2 plus 1, 3, c'était bien plus petit que 5. C'est-à-dire qu'on a bien vérifié cette première contrainte. Pareil pour y. Donc on a bien vérifié qu'on ne débordait pas les coefficients de l'objectif. Donc ça, c'est ce qui garantit que nos coefficients vont constituer une borne. Alors ce qu'on cherche, c'est la borne la plus grande possible. Et puis la valeur de la borne, on la lit dans la combinaison linéaire des membres de droite. 10 lambda 1 plus 5 lambda 2. Et on cherche à maximiser ça. Vous vous souvenez, on est passé de 10 à 15 à 25, donc on cherchait à maximiser. Donc on comprend l'objectif de ce problème. Voilà, alors le dernier point, c'est que dans le dual, ces deux coefficients sont positifs ici. Effectivement, il faut que la combinaison linéaire qu'on prenne soit valide. Dans tous les raisonnements qu'on a faits, si on avait multiplié par un coefficient négatif, attention, ça aurait inversé le sens des inégalités, mais on n'aurait pas pu construire la chaîne d'inégalités ici. Donc nos raisonnements n'auraient pas été valides. Donc il faut bien que les deux coefficients soient positifs. Et on voit qu'on a en fait formulé le problème dual, ce qu'on appelle le dual. Donc le dual ici, on peut l'interpréter comme le problème de trouver une combinaison linéaire des membres de droite des contraintes qui constitue la meilleure borne inférieure possible. Voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre le dual et à comprendre aussi la transformation automatique que vous appliquez pour passer du primal au dual. Alors, on continue un tout petit peu pour aller vers les théorèmes de la dualité. Donc ici, on a notre primal et notre dual. Alors si on considère une solution réalisable xy du primal et une solution réalisable lambda 1 lambda 2 du dual, on a ce qu'on appelle le théorème faible de la dualité, c'est-à-dire que le coût, le W, le coût de la solution duale, est une borne inférieure de la valeur du primal, W inférieur ou égal à Z. Ça, c'est le théorème faible. Et on a bien construit, en fait, le dual a été construit pour ça, si on s'en rend compte maintenant. Donc, on peut l'écrire, si on écrit l'objectif du dual ici, 10 lambda 1 plus 5 lambda 2,
Comme nos deux solutions sont réalisables, on a notamment 2x plus 3y qui est supérieur ou égal à 10. Donc on peut écrire cette inégalité ici. On peut remplacer 10 par cette quantité. De la même façon, on a x plus y qui est supérieur ou égal à 5, puisque on a une solution réalisable du primal. Donc on peut écrire cette première inégalité en haut. Et si on refactorise cette inégalité en x et en y, et qu'on exploite le fait que les lambda 1 et lambda 2 constituent aussi des solutions réalisables du dual, on a 2 lambda 1 plus lambda 2 qui est plus petit que 5. Donc on peut à nouveau borner cette quantité par 5 et borner cette quantité par 6. Et ce qu'on retrouve ici, c'est l'expression de l'objectif du primal. Donc vous voyez que quand on a deux solutions réalisables, on a toujours la valeur duale qui est plus petite que la valeur primale. Et ça, c'est le théorème faible de la dualité. On voit bien qu'en fait, on a construit le dual pour ça. Alors si vous vous souvenez dans votre cours de programmation linéaire, si j'écris le primal ici et le dual, j'écris le primal en minimisation avec des contraintes positives et des variables positives, d'accord ? Si on considère une solution réalisable du primal et une solution réalisable du dual, n'importe lesquelles, on a toujours la valeur duale qui est une borne inférieure de la valeur du primal. Et la preuve de ce théorème, on vient de la faire dans l'exemple. Il suffit d'exploiter la réalisabilité des solutions. Cette quantité est supérieure ou égale à BI, c'est la contrainte du primal, on refactorise, et puis cette quantité est inférieure ou égale à CJ, c'est la contrainte du dual. Et on retrouve l'expression de l'objectif, et on a bien W inférieur ou égal à Z. Voilà, ça c'est le théorème faible de la dualité. Alors, je rappelle aussi le théorème fort de la dualité, même si ça dépasse un peu le cadre de cette vidéo, c'est que maintenant si on considère des solutions optimales, si elles existent, x étoile et y étoile, eh bien leurs valeurs sont égales. Donc la valeur optimale du primal rejoint la valeur optimale du dual. Et ça, c'est le théorème fort de la dualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à interpréter le dual et à mieux le comprendre. Donc, comprendre le dual et le construire comme une borne du primal. Voilà, merci, bon cours.